Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle analyse. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un monument, une œuvre philosophique écrite en 1956, 1956, oui. mais qui, franchement, on a l'impression qu'elle a été écrite hier matin. C'est L'obsolescence de l'homme, de Günther Anders. C'est d'une pertinence, c'est presque déconcertant. C'est ça, le mot est déconcertant. Anders, il écrit ça à l'aube de l'ère atomique, de la télévision. Et pourtant, il décrit notre monde actuel, celui des réseaux sociaux, de l'IA, avec une précision Prophétique. prophétique, exactement. Donc la mission du jour, ce sera de décortiquer son grand avertissement. Comment la technologie, notre propre création, a pu nous rendre obsolètes. Pour ça, on va explorer deux concepts clés. Le décalage prométhéen et la honte prométhéenne. Et c'est une démarche cruciale, parce que Anders, il ne fait pas que philosopher. Son livre, c'est un diagnostic. C'est un peu un rapport médical sur l'humanité à l'ère de la technique. Il inverse la question habituelle, en fait. Complètement. On se demande toujours qu'est-ce qu'on fait de la technologie. Lui, il demande qu'est-ce que la technologie a fait de nous. Il la voit comme une force qui nous façonne, qui nous modèle, bien avant qu'on puisse faire quoi que ce soit avec elle. C'est notre destin, en quelque sorte. Pour lui, oui. La technique, c'est le nouveau destin. Comme la politique pour Napoléon ou l'économie pour Marx. C'est le cadre de notre vie, quoi. D'accord. Alors, pour rentrer dans sa pensée, il y a ce premier concept. Ça a l'air d'être un peu la clé de voûte de tout son système, ce fameux décalage prométhéen. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est le point de départ, absolument. Alors, le décalage prométhéen, pour faire simple, c'est l'écart. L'écart de plus en plus immense entre nos différentes capacités. C'est-à-dire? D'un côté, on a notre capacité à produire, à faire, et celle-là, elle est devenue quasi illimitée. De l'autre côté, il y a notre capacité à imaginer, à ressentir les conséquences de ce qu'on fait. Et celle-là, elle est à la traîne. Elle est dramatiquement à la traîne. Elle est restée archaïque, elle n'a pas évolué à la même vitesse. Pas du tout. Donc si je comprends bien, l'exemple qu'il prend tout le temps, c'est la bombe atomique. C'est ça. On a la capacité technique de fabriquer une bombe à hydrogène, mais notre cerveau, notre cœur, ils sont juste incapables de se représenter ce que ça veut dire rayer une ville de la carte. Notre pouvoir d'agir est déconnecté de notre pouvoir d'imagination. C'est l'exemple parfait. Nous pouvons techniquement tuer 200 000 personnes en une seconde, mais on est psychologiquement incapable de se repentir de la mort d'une seule d'entre elles. L'échelle est trop grande. Notre appareil émotionnel n'est pas calibré pour ça. D'accord. Et il va même plus loin. Il dit que c'est notre corps lui-même qui est en retard. Notre corps est le maillon faible. Nos mains, nos yeux, nos réflexes, tout ça c'est mal synchronisé avec la puissance des machines. C'est là qu'il a cette formule terrible. Il dit que l'homme est le saboteur de ses propres réussites. C'est très dur, non? C'est une inversion totale de notre point de vue habituel, mais c'est ça qui est génial. Le sabotage dont il parle, ce n'est pas un sabotage volontaire, malveillant. Non, bien sûr. On sabote nos propres machines par notre simple existence. Notre corps qui fatigue, notre attention qui baisse, nos émotions, toutes ces imperfections humaines, en fait, elles brident le potentiel infini de nos outils. On est un frein. On n'est plus à la hauteur de nos propres créations. Voilà. Et c'est cette prise de conscience qui, pour Anders, est le drame central de la modernité. D'accord, je vois. On a donc ce décalage, ce pouvoir qui nous dépasse, on devient le grain de sable dans l'engrenage qu'on a nous-mêmes construit. Ça doit créer un sentiment particulier, une sorte de complexe d'infériorité, j'imagine. C'est exactement le point suivant. De ce décalage naît une émotion nouvelle, une émotion qu'il appelle la honte prométhéenne. La honte prométhéenne. Et ce n'est pas la honte d'avoir mal fait, c'est la honte d'être ce que l'on est. Plus précisément, c'est la honte d'être né et de ne pas avoir été fabriqué. C'est une idée, c'est vertigineux. La honte d'être organique, quoi. D'être le fruit du hasard biologique face à la perfection d'un objet qui, lui, a été conçu, planifié. Optimisé. Voilà, un smartphone est légitime, il vient d'un plan. Nous, on est arrivé là par hasard. C'est ça. Anders écrit que l'homme se voit comme un raté, comme un fils naturel face à la perfection de l'instrument. La machine, elle est parfaite, elle est reproductible. L'homme, lui, le fruit d'un processus aveugle, non calculé. Il y a une honte de cette origine un peu triviale. Et j'imagine que la mort joue un rôle là-dedans. Un rôle central. Nos produits, ils ont une forme d'immortalité. Oui, une ampoule qui grille, on la change par une autre, identique, le service continue. Mais un être humain, c'est un exemplaire unique, il n'y a pas de pièce de rechange.
Ça nous amène à une anecdote qu'il raconte. Elle est bouleversante. Ça illustre cette honte de manière viscérale. Ah oui. Il rend visite à un malade en phase terminale dans un hôpital en Californie. Et cet homme, il est tourmenté. Pas seulement par sa mort, mais par une double infériorité. Il demande aux philosophes, peuvent-ils nous conserver, comme des fruits en conserve? C'est Et juste après, il pose une autre question, encore plus terrible. Ont-ils des hommes de rechange? Des sperman, comme on dit, spermulb, une ampoule de rechange. c'est terrifiant. Mourir en se comparant à une conserve ou une ampoule, ça dit absolument tout de cette détresse. C'est la honte de sa propre unicité mortelle. Il meurt littéralement honteux de ne pas être un produit standard, remplaçable et conservable. C'est le sommet de la honte prométhéenne. L'homme en arrive à désirer être un objet pour fuir la fragilité de sa condition. C'est une image d'une puissance incroyable. Alors, si cette honte est le sentiment central, comment est-ce que ça change notre rapport au monde? Si on se sent inférieur à nos propres outils, est-ce que ça transforme la réalité elle-même? Absolument. C'est la suite logique. Cette dynamique interne va redéfinir le monde extérieur. Anders décrit la création de ce qu'il appelle un monde fantôme. Un monde qui nous est livré à domicile. Par la radio et la télé à son époque. Exactement. Et ce qui est important, c'est que le monde réel n'est plus la référence. Au contraire, le monde est de plus en plus mis en scène pour être retransmis. Donc ce qui nous arrive, ce n'est ni le réel, ni une simple image. C'est une chose ambiguë, un fantôme. Et aujourd'hui, ce monde fantôme, c'est notre fil Instagram, c'est TikTok, c'est YouTube. C'est la même chose, mais en 1000 fois plus puissant. Des versions éditées, optimisées de la réalité, livrées en continu. Sans aucune commune mesure, oui. Et il analyse les conséquences sociales de ça. C'est une activité qui est fondamentalement solitaire. Elle produit ce qu'il appelle l'homme de masse. Mais paradoxalement, pas dans une foule. Dans l'isolement de millions de foyers. C'est un paradoxe. Et il a une image très forte pour ça. La table familiale, qui était un centre de convergence, où on se regardait, est remplacée par l'écran de télévision. Et l'écran, ce n'est pas un point de rencontre, c'est un point de fuite. Un point de fuite. Oui. Les membres de la famille ne sont plus face à face. Ils sont juxtaposés, côte à côte, et ils regardent tous dans la même direction. Vers le fantôme. Vers le fantôme. Et cette confusion entre le réel et le fantomatique, il l'illustrait avec des anecdotes qui semblent absurdes aujourd'hui, mais qui sont tellement parlantes, comme ces vieilles dames qui tricotaient pour les personnages d'un feuilleton à la radio. Ça peut faire sourire, mais c'est profondément tragique, en fait. Leur énergie, leur affection, tout est investi dans des fantômes. Leurs mains fabriquent des objets bien réels pour des êtres qui n'existent pas. Au détriment du monde réel, juste à côté. Et il a une autre histoire, encore plus folle. Une femme qui tombe amoureuse d'une star de la télé. Son vrai mari devient un obstacle. Et le mari, désespéré, finit par écrire une lettre de menace de mort, pas à un rival réel, non, au fantôme, c'est-à-dire à l'acteur qui l'incarne. On voit ça tous les jours maintenant avec ce qu'on appelle les relations parasociales. Exactement. Des gens qui développent des liens émotionnels hyper forts avec des influenceurs et qui vont les défendre en ligne avec une violence. C'est fou. Le fantôme est devenu une partie de leur identité. C'est ça. Et ça nous amène à la question suivante. Si le monde devient fantomatique, qu'est-ce qu'il advient de nous, de la personne? Et là, le diagnostic d'Anders devient encore plus sombre. Ah oui. Il affirme que l'homme ne devient pas seulement standardisé, il se fragmente. Il passe du statut d'individu, qui veut dire ce qui ne peut être divisé, À celui de dividu. L'être divisible. J'ai l'impression de vivre ça tous les jours. On écoute un podcast en répondant à des mails, avec un fil d'actu qui défile à côté. Notre attention est complètement éclatée. Il a dû ça arriver il y a 70 ans. Il décrit ce qu'il appelle une schizophrénie artificiellement produite, surtout dans les loisirs. Son exemple, c'est l'homme orchestre passif sur une plage. L'homme Et orchestre... terrifiant. Oui. Son dos bronze, ses yeux lisent un magazine, ses oreilles écoutent un match à la radio et ses mâchoires mâchent un chewing-gum. Chaque organe est occupé à une tâche différente. L'identité se dissout. Mais pourquoi on se fait ça? C'est une sorte de torture, non? Pour Anders, la racine, c'est une horreur du vide. Le travail à la chaîne de son époque nous a tellement habitués à être occupés, à être un rouage, qu'on ne supporte plus le temps libre. Le silence, l'inactivité, c'est angoissant. C'est la peur de se retrouver face à soi-même. Face à sa liberté. Donc chaque sens doit être nourri en permanence. Le fun devient une obligation. Une nouvelle forme de travail, où le but, c'est de consommer le plus de distractions possible
en même temps. D'accord. Donc on a un être humain, honteux, obsolète, fragmenté en individus, qui vit dans un monde de fantômes. C'est là qu'on arrive à l'idée la plus radicale de sa thèse, c'est ça? Le moment où tout bascule? Oui, c'est le coup de grâce philosophique. Il soutient que la réalité, à la fin, finit par imiter ses propres reproductions. Le monde réel s'adapte pour ressembler aux images stéréotypées qu'on a de lui. L'original devient la copie de la copie. Exactement. L'événement original, un match, des vacances, ce n'est plus que le prétexte de ces copies. Les photos, les retransmissions, les posts, la reproduction devient plus réelle que l'original. Là, il faut un exemple concret, parce que l'idée est vertigineuse. Il en donne un qui est absolument édifiant. C'est l'histoire d'une actrice qui passe un bout d'essai. L'essai est réussi, son image sur la pellicule est parfaite. Mais pour avoir le contrat, la production lui impose de se transformer physiquement. Chirurgie esthétique, régime. Tout. Et pourquoi? Pour ressembler, dans la vraie vie, à l'image d'elle-même capturée pendant l'essai. Elle doit devenir la copie de sa propre image pour accéder à la réalité du statut de star. C'est incroyable. Elle doit s'effacer pour devenir son propre reflet. Et elle dit quoi après sa transformation? C'est peut-être la phrase la plus terrible du livre. Elle se regarde et elle s'exclame « Mon Dieu, qu'étais-je auparavant ?» Pour elle, avant de devenir ce modèle reproductible, cette marchandise, elle n'était rien, juste un anonyme quelqu'un. Son existence unique et originale n'avait aucune valeur à ses propres yeux. Voilà. Et ça révèle une nouvelle définition de l'être. N'existe vraiment que ce qui est produit en série, ce qui est reproductible. L'unique, l'original, c'est une anomalie, une forme de non-être. On voit ça avec les touristes devant un chef-d'œuvre. C'est exactement ça. Leur premier réflexe, ce n'est pas de regarder, c'est de photographier. C'est une façon de transformer l'unique en une copie, de le faire entrer dans le monde de la série, pour le maîtriser, pour le posséder. Donc si on résume la pensée d'Anders, c'est un parcours assez sombre, hein. On est pris dans ce monde de produits parfaits, de fantômes médiatiques, Et d'exigences techniques, oui. et l'être humain se sent honteux, fragmenté, obsolète. Et il finit par vivre dans un monde qui n'est qu'un reflet de ses propres images, où il essaye désespérément de ressembler à son propre reflet. C'est une synthèse parfaite de son avertissement. Et il faut vraiment garder en tête que tout ça a été écrit en 1956. Les angoisses d'Anders, c'était la bombe atomique, la télé en noir et blanc. C'est ça. Donc la pensée finale, celle pour prolonger la réflexion, c'est celle-ci. Si Anders voyait notre monde de 2025, quel nouveau décalage et quelle nouvelle honte est-ce qu'il identifierait? La question est vertigineuse. Mais pensez-y, quelle nouvelle honte prométhéenne on ressent quand une IA écrit un poème meilleur que le nôtre ou fait notre travail mieux que nous? Quel nouveau décalage se creuse quand les algorithmes nous comprennent mieux que nous-mêmes ou quand on a la possibilité de réécrire notre propre code génétique? La question c'est... C'est spelleux. Sommes devenus encore plus obsolètes qu'ils ne l'avaient craint? Et si oui, la question ultime reste entière. Comment peut-on seulement espérer rattraper notre retard sur nous-mêmes?